Bonjour à tous et toutes. Merci du coup au réseau IDEAS de me laisser présenter mes travaux de thèse à ce webinaire. Donc le titre, Marie-Hélène l'a lu, il est assez long et compliqué, donc je vais essayer de le rendre plus limpide à travers le déroulement de mon exposé. Et donc en précision technique, donc c'est une thèse qui a été menée sur la méthanisation entre 2019 et 2023, qui était co-encadrée par Jean-Marc Ménard en agronomie et Pierre-Marie Aubert en sociologie, et qui était cofinancée par l'IDRI et l'ADEME. Alors, et je m'excuse d'avance, je suis un peu enrhumée, donc parfois peut-être que je ferai une petite pause pour pas vous assourdir d'éternuement. Alors, donc, petite introduction sur la méthanisation. Donc, c'est l'innovation, le système technique innovant dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, la méthanisation, c'est un processus de fermentation anaérobie de matière organique, c'est-à-dire, ça peut être des biomasses agricoles, des effluents d'élevage, des cultures, mais aussi des biomasses non agricoles comme des biodéchets. Donc, on les fait fermenter dans une cuve, ce qui conduit à la production de biogaz d'un côté et à un coproduit résidu de la fermentation de la matière organique, le digestat. Donc, la méthanisation, elle peut prendre différentes formes selon les intrants, donc les biomasses qu'on y met, selon la taille des méthaniseurs et notamment selon le mode de valorisation de l'énergie. Donc il y a deux voies aujourd'hui. La voie en injection, on va épurer le biogaz pour en obtenir le biométhane, qui est le composé d'intérêt sur le plan énergétique, injecté dans le réseau de gaz. Ou il y a des modèles de méthanisation en cogénération, où le biogaz va être brûlé pour cogénérer électricité et chaleur. Donc, par rapport aux enjeux agricoles, ce qui nous intéresse, donc, c'est les liens que le système technique de méthanisation va établir au système agricole via d'un côté les biomasses, les intrants qui rentrent, et de l'autre via le digestat qui en ressort et qui est généralement épandu sur les terres agricoles. Donc le contexte de ma recherche à l'époque était le suivant. Donc on a un contexte global de développement de la méthanisation assez actif, donc en France, mais vraiment partout dans le monde. Et on a des politiques publiques qui sont absolument structurantes de ce développement, puisque c'est quand même un système technique qui coûte cher. Et le tarif de rachat, donc qui subventionne le rachat de gaz sur les fermes, est fondamental pour le développement de cette innovation. Donc, on a des politiques intersectorielles qui organisent son développement, donc c'est-à-dire des politiques publiques dont la réglementation ont touché à la fois au secteur énergétique, à des changements d'agriculture et à des enjeux de gestion des déchets. Donc moi, ce qui va m'intéresser particulièrement dans cette thèse, c'est le rôle du système technique innovant de méthanisation par rapport à l'agriculture et par rapport aux enjeux de durabilité en agriculture. Autre élément de contexte, c'est une innovation aux effets controversés en agriculture. Et on a donc un débat toujours actif aujourd'hui sur sa contribution possible à la transition agricole et à la transition énergétique. Et on a beaucoup d'enjeux agro-environnementaux en fait liés au déploiement de la méthanisation. Donc je n'en cite que quelques-uns assez classiques, donc la gestion du GSTA, le développement de nouvelles cultures telles que les cives, donc c'est les couverts intermédiaires à vocation énergétique, et par exemple les effets sur les systèmes agricoles, plus de durabilité ou au contraire plus d'intensification et donc potentiellement de pollution. En 2000, du coup, enfin dans les années 2020, on avait une littérature qui avait encore du mal à conclure sur beaucoup de ces effets, notamment parce qu'il y avait encore peu de données empiriques. Et aujourd'hui, donc, on a un peu plus de données empiriques. Et donc, je vais vous présenter dans mes résultats justement ce qu'on sait aujourd'hui sur ces enjeux. Alors, problématique et démarche de recherche. Donc, je vais essayer d'être la plus claire possible parce qu'il y a pas mal d'imbrications de cas théoriques. Le but de cette thèse, c'était d'interroger conjointement, d'une part, les effets de la méthanisation sur la dynamique des systèmes agricoles, en particulier des exploitations agricoles, et en même temps, de regarder le rôle des politiques publiques dans le déploiement de cette innovation et dans finalement les effets observés. Donc, si je retraduis, d'un côté, on regarde comment finalement l'innovation, elle va se développer et transformer le système socio-technique agricole dans lequel elle se développe, en particulier donc les activités, le travail, les pratiques sur les fermes et sur leurs proches territoires, donc par exemple sur des fermes voisines. Et en même temps, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre
les systèmes, donc toutes les variables, les dimensions des systèmes sociotechniques et sociopolitiques qui vont infléchir et organiser le déploiement de cette innovation qu'est la méthanisation. Donc les objectifs derrière ces deux points sont d'une part d'améliorer l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui de la durabilité de la méthanisation par rapport aux enjeux agroécologiques et également de comprendre les processus pour être capable de mieux identifier les enjeux, donc leviers freins, d'une politique de déploiement durable de cette innovation. Alors, en termes de cadre théorique, du coup, je me suis basée sur l'analyse stratégique de la gestion de l'environnement. Donc, il y a un cadre développé par Laurent Mermet qui vise à évaluer une politique publique, donc c'est-à-dire avec un objectif adossé à cette politique publique. Donc, ce qu'on évalue, c'est l'atteinte ou pas de l'objectif. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un objectif de nature environnementale, enfin, c'est les effets sur l'agro-environnement. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est la réalisation ou pas d'un objectif de préservation de l'environnement. Donc sur la méthanisation, les ambitions agro-environnementales, elles ont été positionnées dès 2012 dans le projet agroécologique pour la France, où la méthanisation est considérée comme un élément de ce projet agroécologique. Et donc après, ça a été détaillé, repris dans différents documents de politique publique. Pour pouvoir évaluer cet objectif, j'ai construit donc un référentiel d'évaluation biophysique, c'est-à-dire que j'ai repris finalement tous les objectifs agro-environnementaux de la politique agroécologique française et j'ai construit une grille de thèmes agro-environnementaux à l'aune duquel après j'ai évalué ce qui se passait dans les fermes lorsque la méthanisation se mettait en place. Alors, l'analyse stratégique de la gestion de l'environnement, c'est un cas théorique qui a une posture un peu particulière dans le sens où il y a une visée stratégique, c'est-à-dire qu'on développe un cadre analytique dans le but de comprendre comment on peut faire évoluer les pratiques en faveur de la préservation de l'agro-environnement. Donc, le cadre analytique, c'est le suivant. On va regarder le système de gestion, c'est-à-dire le système qui va organiser le développement de l'innovation. Donc moi, je vais parler de système sociotechnique. Et dans ce système de gestion, on distingue deux dynamiques. Le système de gestion effective, qui est globalement en fait comment le système, euh, en cherchant à mettre en œuvre la politique publique et à déployer l'innovation, va conduire à des effets. Et au sein de ce système de gestion, on regarde en particulier le système de gestion intentionnel. C'est en fait tous les acteurs qui vont plus particulièrement chercher à se préoccuper des enjeux liés à l'agro-environnement. Donc c'est tous les acteurs qui vont chercher dans leur activité de gestion à protéger et à atteindre les objectifs agro-environnementaux proposés par la politique publique. Donc l'objet d'étude, c'est comment les acteurs modifient un objet écologique, donc moi c'est l'agroécosystème, et au sein de quelle dynamique socio-technique à travers quel processus. Alors, un autre concept pour avoir tous les éléments en main après pour comprendre mes résultats, c'est celui de promesse. Donc, j'utilise le terme de promesse dans la suite de mes résultats pour décrire une construction narrative mobilisée pour obtenir un soutien politique qui propose donc un rôle de la technologie dans la société. Autour de la méthanisation, on a une juxtaposition de quatre promesses en France. Donc, on a la promesse énergie renouvelable qui vise la production d'un gaz décarboné. On a la promesse agroécologique, bon, elles ne sont pas dans l'ordre, pardon. La promesse agroécologique qui propose la méthanisation en fait comme levier d'adoption de pratiques plus durables. Donc, je vais revenir dessus par la suite, mais c'est par exemple une meilleure gestion de l'azote avec le digesta, le développement de pratiques qui permettent le stockage de carbone à travers les cives, le levier à la transition vers des systèmes agricoles plus durables. Ensuite, on a la promesse déchets, donc de gestion de déchets agricoles ou agroalimentaires. Et enfin, on a la promesse revenu, donc la méthanisation. C'est une voie de diversification en agriculture pour avoir un nouveau revenu. Donc moi, la promesse qui va m'intéresser particulièrement, c'est la promesse agroécologique. Alors, dernier point sur la méthode et les cas théoriques. Donc, dans cette thèse, j'articule deux disciplines. Le but de cette approche interdisciplinaire, c'est justement de pouvoir étudier des systèmes sociotechniques qui ont du coup des éléments de nature différente.
Je définis donc un système sociotechnique en reprenant la définition de Rip and Kemp. Donc j'utilise cette définition dans ma thèse. Les innovations émergent et se diffusent au sein de systèmes sociotechniques définis comme un collectif d'acteurs, leurs réseaux, leurs pratiques et connaissances, les technologies qu'ils utilisent, leurs représentations collectives, les normes et règles qu'ils adoptent. Voilà, et vous verrez par la suite que parfois je précise le terme aussi sociopolitique en plus du sociotechnique parce que c'est la question politique en fait à l'origine était pas toujours très bien intégrée dans l'étude des systèmes sociotechniques et donc c'est pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a aussi une étude des dynamiques sociopolitiques que je le précise souvent. Et donc l'articulation agronomie-sociologie permet justement d'étudier ces systèmes complexes et à la fois donc les processus sociotechniques, sociopolitiques qui conduisent au développement de la méthanisation et à la fois les effets sur les systèmes techniques agricoles. Alors, donc maintenant j'en arrive à l'articulation donc des objectifs, des grands objectifs de la recherche. Donc il y en a quatre. Un premier chapitre vise à analyser les projections sur le futur du biogaz. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais regarder donc toutes les prospectives qui décrivent un certain rôle de l'innovation, qui est la méthanisation dans l'avenir. Ensuite, je vais m'intéresser au rôle des promesses dans la construction de cette politique publique. Donc finalement, bon, on a beaucoup de visions sur ce que devrait être l'innovation et la méthanisation, mais dans quelle mesure ces promesses, elles influencent la construction d'un cadre de politique publique qui est en fait clé pour le développement de cette innovation. Et ensuite, dans une troisième, quatrième partie, je vais regarder les effets du coup de la mise en œuvre de cette politique publique au sein d'une région donc avec un certain système sociotechnique, sociopolitique qui va accompagner, permettre et être transformé par son développement. Et donc dans ce cas-là, je vais regarder les effets sur les systèmes de production agricole et dans une moindre mesure, mais en évoquant quand même quelques résultats sur le proche territoire. Et donc là, on a bien dans tout ce que je regarde finalement un ou des systèmes sociotechniques, parce que donc, je dis ça, bon, je ne vais pas en parler beaucoup, mais il y a quand même des modalités de développement de la méthanisation qui peuvent être un peu différentes. Donc on peut parler de des systèmes, mais finalement, moi, je vais parler globalement d'un système sociotechnique, au sens où c'est le système qui va permettre de développer une innovation dans le but d'atteindre la fonction sociale de production d'un biométhane. Euh, et donc, je vais regarder finalement un système sociotechnique qui va contribuer au déploiement de cette innovation, mais qui, en fait, en retour, va aussi être remodelé et transformé par cette innovation qui se met en place sur un territoire. Alors, donc j'en arrive au résultat. Donc, premier résultat, c'est sur l'analyse de la vision de la durabilité agro-environnementale dans les projections sur le futur du biogaz. Donc, c'est une analyse de discours que je vais vous présenter, de discours prospectif. Et la question que je me suis posée, c'est comment finalement les prospectives parlent de cette promesse agroécologique de la méthanisation, et donc c'est-à-dire du déploiement de l'innovation méthanisation par rapport à ces objectifs de durabilité agro-environnementaux. Le cadre théorique que je mobilise est le suivant. C'est un cadre où on considère que les prospectives ont un rôle important dans les débats de politique publique et les influencent parce que ce sont des outils stratégiques que les acteurs peuvent reprendre, notamment pour crédibiliser certaines trajectoires de transformation technique, certains objectifs. Donc les données, c'est une analyse de 16 prospectives, donc documents prospectifs produits par des acteurs de la filière. Et aussi, il y en a une ou deux, je ne sais plus, qui sont issus d'acteurs académiques. Et donc, je mène une analyse de texte qualitative en reprenant notamment pour mieux identifier comment ils parlent des systèmes agricoles, enfin, un cadre d'agronomie système, Farming System Research. Alors, ce que nous montrons, c'est que on a dans ces discours une formulation dominante de la promesse agroécologique qui considère que la méthanisation, elle peut être un levier de transition des systèmes agricoles. Mais dans ces prospectives, cette promesse, elle est étayée surtout sur le plan technique et avec une vision dite normative de l'évolution des techniques et des pratiques, c'est-à-dire qu'il y a une considération que les acteurs qui vont contribuer à son développement vont le développer de telle manière, en faisant tel choix technique, tel choix pratique.
Donc, il y a une certaine vision de l'agentivité donc restreinte, où finalement, ils prennent pas en compte la capacité de choix divers finalement des acteurs qui mettent en œuvre cette méthanisation. Et ensuite, deuxième élément, on voit qu'il y a peu de prise en compte des dynamiques finalement des fermes et des territoires. Donc les promesses s'appuient beaucoup sur des éléments techniques liés à une compréhension des systèmes agricoles réduite finalement aux systèmes techniques, aux ateliers sur la ferme, et non pas à des visions plus de systèmes de production ou de territoire. Ça, c'est un constat qui est fait dans en fait, beaucoup de prospectives technologiques et environnementales, c'est-à-dire qu'on observe souvent une vision avec un déploiement vertical d'une innovation dans un système qui l'accueille. Et ça pose la question finalement, dans le cas de la méthanisation, quel va être le déploiement réel et possible de la méthanisation? Est-ce qu'il va pouvoir coller ou pas avec cette vision d'un biogaz durable? Donc j'en arrive à ma deuxième partie où, une fois qu'on a vu qu'il y avait un discours assez prégnant sur la promesse agroécologique dans les espaces publics de débat sur la méthanisation, dans quelle mesure finalement il influence ou pas la construction de la politique publique qui, elle, est une variable clé du système de déploiement de l'innovation. Donc pour cela, j'ai mené une analyse au niveau national auprès d'acteurs de la politique du biogaz en posant ces questions suivantes. Donc finalement, quel rôle dans la construction de la politique publique des quatre différentes promesses, avec quels acteurs qui vont porter ces promesses à différents moments et avec quels effets concrets sur la construction du cadre de régulation. Donc, le cadre théorique, c'est une approche cognitive et stratégique de l'analyse des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un rôle important des connaissances et des représentations dans l'élaboration des politiques publiques, et que ces connaissances et représentations, elles sont en fait véhiculées, portées par certaines communautés d'acteurs qui ont plus ou moins de pouvoir dans certains espaces de débat, donc appelés les forums. Donc, c'est un cadre de Jobert et Fouy. Les données, donc c'est 14 entretiens semi-directifs et une analyse assez extensive de la littérature grise donc sur l'histoire de la politique publique. Et la méthode, c'est en fait d'identifier les grandes évolutions des instruments de politique publique en cherchant à les raccrocher du coup à des dynamiques d'acteurs et des dynamiques cognitives. Alors, en résultat, on voit qu'en fait, on a trois grandes séquences dans la politique publique de la méthanisation. Une première, donc je vais pas développer dans le détail, mais en fait ça me semble important de quand même donner un aperçu rapide parce que ça montre finalement les éléments qui vont être pris en compte, les éléments ou pas de discours qui vont être pris en compte dans cette politique publique et qui vont contribuer à la construire, alors qu'on sait que cette politique publique, elle est finalement très importante dans la mise en œuvre sur le terrain. Donc ça me semble important de citer certains dispositifs dont je vais finalement reparler après. Donc, première séquence de politique publique, c'est le point de départ en 2002, donc jusqu'en gros 2011. On a finalement une vision de la méthanisation qui est encore très centrée sur son rôle de gestion des déchets, avec finalement un rôle assez marginal, notamment par rapport à la production d'énergie et par rapport à l'agriculture. Ensuite, il y a une deuxième séquence de politique publique entre 2008 et 2011, où là, on voit qu'il y a l'intéressement d'un acteur important du gaz en France, GRDF, qui soutient le développement d'un cadre réglementaire qui permette notamment le déploiement de l'injection. Donc, c'est la deuxième branche, vous avez parlé de cogénération et d'injection, les deux manières de valoriser le biogaz. Donc, l'injection, c'est la branche où on purifie le biogaz pour injecter le biométhane dans le réseau de gaz. Et à cette époque, en fait, commence à se développer aussi une vision de ce que pourrait être un modèle durable de méthanisation agricole à la française, avec une ambition dans le discours qui se développe, donc de soutien économique via cette production d'énergie à une agriculture durable. Et enfin, troisième séquence, on a finalement, autour des années 2018-2020, une rupture avec finalement les intérêts sur le plan énergétique de production d'une énergie renouvelable pas trop chère, qui vont faire qu'on va avoir une baisse des tarifs de rachat. Donc ça, c'est une rupture assez importante puisqu'elle va conduire à un ralentissement de la filière avant qu'il y ait à nouveau un revirement, donc il y a quelques années, pour ressoutenir cette filière.
Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les enjeux agroécologiques dans tout ça. Donc ce qu'on voit, c'est que les enjeux agroécologiques, ils ont quand même une place assez forte dans ces espaces de politique publique, avec la promesse agroécologique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est portée dès 2013 par le ministère de l'Agriculture et de l'Écologie, par le fait qu'il y a une formalisation d'un modèle français durable, donc notamment avec certains dispositifs agro-environnementaux comme par exemple le maximum posé de 15% de culture énergétique dans le méthaniseur, avec dans le plan énergie méthanisation autonomie azote une prime qui est proposée aux effluents d'élevage pour soutenir notamment la méthanisation dans les systèmes d'élevage. Et enfin, une certaine gestion de concurrence d'usage, c'est-à-dire donc essayer d'éviter que certaines biomasses utilisées à un endroit soient détournées pour la méthanisation dans le cas de certaines unités en cogénération, donc il y a des critères de taille. Voilà, donc je ne développe pas, mais donc ce qui est particulier dans la construction de cette politique publique, c'est qu'on a justement des dispositifs qui vont chercher à tenir compte de certains enjeux agro-environnementaux. Cependant, de manière plus générale, quand on regarde l'évolution du cadre que je vous ai décrit tout à l'heure, les enjeux agricoles et agroécologiques, ils sont assez peu structurants de la politique publique, car sa construction et le fait finalement que cette politique, elle a un effet réel sur le développement, elle est vraiment dominée par les enjeux des acteurs de l'énergie. Donc, on voit que dès 2012-2014, on a un débat énergétique qui conduit à la crédibilisation de la place de l'injection dans le mix énergétique. Donc, c'est ça qui rend légitime le fait de parler de biométhane ou de biogaz dans le débat énergétique. Ensuite, ce qui conduit à tout le raffinement du dispositif réglementaire et ce qui conduit finalement aussi au changement du tarif d'achat en 2020, c'est encore des enjeux d'énergie, de production d'énergie renouvelable. Et donc, si on a une promesse agroécologique qui est portée par le ministère de l'Agriculture et qui est mobilisée activement par certains acteurs de l'énergie comme GRDF, on voit que c'est finalement pas du tout ces enjeux-là qui ont contribué à infléchir le dispositif clé de la politique publique qui est le tarif de rachat. Donc en 2020, on a une promesse agroécologique qui est présente, qui infuse les discours de beaucoup d'acteurs de la filière, mais in fine, on voit que les dispositifs de politique publique structurants du modèle de méthanisation, ils sont surtout façonnés par et pour la promesse énergie renouvelable. Alors, donc à présent que j'ai décrit des éléments en fait importants du système sociotechnique qui vont influencer et organiser le développement de la méthanisation, j'ai essayé de comprendre concrètement du coup comment se passait le déploiement de cette innovation, le développement de cette innovation dans un territoire. Donc, j'ai travaillé dans la région Grand Est en posant la question suivante, quelles dynamiques permettent de déployer la méthanisation donc, sur ce territoire et avec quels effets concrets sur les systèmes agricoles? Donc, en termes de méthode, on a construit un dispositif emboîté où en fait j'ai étudié la mise en œuvre de cette politique publique nationale en région Grand Est. Et j'ai regardé plus particulièrement quels effets et comment se mettait en œuvre la méthanisation dans des fermes dans les Vosges et dans le Bas-Rhin. L'objectif étant de relier les effets observés au niveau des fermes avec les effets, avec pardon, les dynamiques territoriales de déploiement de l'innovation. Donc, j'en arrive à ma troisième partie où je vais décrire les dynamiques sociotechniques et sociopolitiques de mise en œuvre de cette politique publique en région Grand Est. Donc, la question de recherche, la sous-question de recherche de cette partie, c'est quelle dynamique territoriale influence les effets agro-environnementaux observés au niveau des fermes et des territoires. Et donc là, il faut bien avoir en tête que tout ce que je vais décrire en termes de mise en œuvre, ça découle bien sûr du cadre de politique nationale. Les données que je mobilise pour cette analyse, donc c'est des données d'entretien. Il y a 58 entretiens, dont 23 avec des agriculteurs méthaniseurs, et sinon donc beaucoup d'entretiens avec des administrations, des collectivités, des professionnels du gaz, des professionnels agricoles, etc. Des universitaires aussi. Donc ces données, je les ai analysées de la manière suivante. J'ai cherché, donc en m'intéressant aux activités concrètes des acteurs, à comprendre leur stratégie
et à analyser donc comment finalement cela contribue à mettre en place un certain système de gestion qui conduisait à certains effets agro-environnementaux de la méthanisation sur le territoire. Alors, le système de gestion donc, est le suivant. Donc, on a globalement une mise en œuvre de la méthanisation qui est efficace en Grand Est, lié à un système de gestion structuré donc, par une alliance entre quatre familles d'acteurs autour des promesses énergie renouvelable et revenus. Donc on a des acteurs région, Chambre d'agriculture, GRDF et ADEME qui sont vraiment intéressés dans le déploiement de cette innovation et donc qui vont contribuer à mettre en place au niveau de la région un cadre favorable à ce développement. Donc, par exemple, ils vont traduire les objectifs au niveau national et se servir du cadre au niveau national pour mettre en place une stratégie régionale méthanisation dans la région. Et cela va conduire à une dynamique de développement rapide de la filière entre 2017 et 2020. Mais ce qu'on voit, c'est que dans cette mise en œuvre, finalement, quasiment personne ne parle de promesses agroécologiques, alors qu'on voyait que globalement au niveau national, quasiment tout le monde en parlait. Pour autant, on voit bien qu'il y a des enjeux agro-environnementaux et agricoles montants, donc je vais le développer plus par la suite. Mais ce que je veux montrer là, c'est que, il y a quand même une conscience qu'il y a des débats autour de la méthanisation. Donc là, bon, j'ai mis une citation un peu caricaturale d'un agent de la Chambre d'agriculture, mais qui montre bien que bah, ça pose des questions dans les campagnes. Donc, ça a apporté des débats intenses entre agriculteurs, les dreyfusards et les anti-dreyfusards, des clivages intenses. Et ce qu'on voit dans ce système de gestion, c'est qu'en fait, il y a assez peu d'acteurs de la gestion de l'environnement, donc notamment Agence de l'eau de Réal, qui font entendre les constats qu'ils font sur la méthanisation. Donc notamment, il y a tout un enjeu autour de l'observation d'une certaine dégradation de la masse d'eau, et s'il n'y a pas de corrélation qui à l'époque est faite avec le développement de la méthanisation, ils s'inquiètent et justement posent des questions sur toutes les bonnes pratiques autour de la gestion du digestat. Donc, ce qu'on voit plus précisément auprès des acteurs donc, de l'environnement, donc pour rappel, la gestion intentionnelle, c'est les acteurs qui cherchent à prendre en compte particulièrement la durabilité dans le développement de la méthanisation. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces acteurs de l'environnement, en fait, d'une part, ils ont une voix très faible dans tous les dispositifs ou les enceintes d'élaboration de la politique régionale. Et ensuite, on voit que finalement, les dispositifs agro-environnementaux de la politique publique, donc notamment qui ont été pensés au niveau national, ils apparaissent peu effectifs, donc peu efficaces dans la mise en œuvre de cette innovation. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer différents exemples, hein, c'est pas exhaustif, hein. On voit que dans les modes de sélection des projets et notamment pour qu'ils soient financés, il y a beaucoup d'exigences de durabilité qui sont demandées. Donc, par exemple, non-retournement des prairies, pas de concurrence d'usage, etc. Mais ces exigences de durabilité, elles sont globalement évaluées sur du déclaratif. Et un agent de l'administration régionale me disait, donc c'est assez léger la réglementation. On nous dit de regarder le conflit d'usage. Dès qu'au-delà de 60%, on doit donner un avis favorable. Donc sur la sélection, il n'y a finalement pas beaucoup de marge de manœuvre pour imposer des critères assez stricts. Ensuite, dans le suivi des projets, l'ADEME et l'ADREAL, à l'époque, partageaient qu'il n'y avait pas de système fonctionnel de récupération des données à déclaration obligatoire. Donc, parce que quand on construit un projet de méthanisation, c'est une installation ICPE, donc c'est une installation industrielle où il y a des obligations notamment de faire remonter certaines données. Et donc, à l'époque, l'administration régionale disait justement qu'il y avait une difficulté finalement à récupérer les rapports déclaration obligatoire. Et j'ai entendu dire que ça s'est amélioré depuis. Dans enfin le contrôle, donc particulièrement par rapport à la directive nitrate, les agents de la police de l'eau donc, disaient qu'il y avait en fait une forte difficulté à garantir entre guillemets la bonne gestion de l'azote liée au digestat. Bon, d'ailleurs, comme souvent en agriculture hors méthanisation. Mais donc, d'après eux, il y avait deux enjeux. Il y avait bon, bien sûr la question des moyens humains, mais aussi la question finalement des instruments juridiques. Ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas beaucoup de matière en termes juridiques pour vraiment avoir un contrôle qui puisse analyser ou pas l'efficacité, enfin le respect, pardon, des bonnes pratiques. Alors, si on fait un peu une synthèse sur cette mise en œuvre de la politique de la méthanisation donc au niveau du Grand Est,
on voit qu'on a des acteurs dans l'environnement qui sont en position minoritaire, des dispositifs agro-environnementaux qui semblent avoir pas une prise énorme sur les enjeux agro-environnementaux concrets, et qu'on a des promesses énergie renouvelable et revenus qui sont centrales. Mais qu'en est-il du coup concrètement sur les systèmes agricoles et le territoire? Donc c'est ce que je vais développer maintenant. Alors, donc maintenant, je vais vous présenter deux derniers résultats. Une première partie où je vais vous présenter les résultats donc, d'analyse du développement de la méthanisation sur des fermes. Et une deuxième partie moins fournie où je vais développer les effets du coup au-delà de ces fermes, c'est-à-dire sur le proche territoire agricole. Alors, sur les fermes. En termes de matériel et méthodes, j'ai enquêté donc 23 agriculteurs méthaniseurs engagés dans 19 unités de méthanisation, et cela dans les Vosges et le Bas-Rhin. L'objectif, c'était pas de saisir une représentativité du système, mais au contraire d'en documenter une diversité, donc avec du coup une gamme de variations recherchées autour de la SAU, de la puissance installée, des OTEX. Le recueil de données, ça consistait à faire des entretiens semi-directifs en comparant le avant-après et à chercher à relier les pratiques mises en œuvre avant ou après la méthanisation avec les logiques d'action des agriculteurs. Et donc toute l'analyse que je vais développer, c'est une analyse qualitative. L'objectif de cette analyse, c'est de finalement décrire des trajectoires de durabilité. Et tout à l'heure, j'ai parlé donc d'une évaluation par rapport aux objectifs de la politique publique. Et donc, c'est là notamment que mes descripteurs environnementaux vont servir, donc en lien avec les 10 thèmes que j'avais identifiés dans le premier chapitre. Et donc, je vais regarder les effets des pratiques et chercher, en confrontant à la littérature, à en analyser donc les enjeux agro-environnementaux associés, en lien par exemple avec la gestion de l'azote, donc matériel d'épandage, tassement, en lien avec l'évolution des rotations, enfin des systèmes de culture, diversification ou pas, plus ou moins de légumineuses, concurrence sur l'usage des sols, usage de produits phytosanitaires, et enfin donc j'ai un dernier pôle qui est sur les effets sur la gestion du système d'élevage. Donc, je ne vais pas tout vous présenter, je vais vous présenter maintenant les effets donc, du développement de la méthanisation sur la gestion de l'azote et sur l'évolution du système de culture. Alors, sur la gestion de l'azote, donc, il y a des hypothèses couramment évaluées dans la littérature sur la méthanisation donc, qui sont à l'origine notamment politique de la promesse agroécologique, c'est que l'épandage de digestat, il permet des économies d'azote de synthèse, donc notamment des économies de GES, et une bonne maîtrise des risques de pollution, à condition en fait du respect de certaines bonnes pratiques, donc par exemple comme des calendriers d'épandage, donc à certains moments de l'année, quand la plante en a besoin, euh, soumise bien sûr à certaines doses, aussi avec des pratiques pour limiter la volatilisation d'enfouissement, et enfin, bien sûr, un digestat qui se substitue et non pas qui s'additionne à de l'azote minéral. Donc, chez les agriculteurs que j'ai enquêtés, finalement, j'ai vu qu'il y avait des pratiques finalement assez diverses, avec un groupe d'agriculteurs, donc c'est G1, qui finalement fait pas ou très peu de réduction de consommation d'azote minéral sur sa ferme, parce que globalement, il épand du digestat à l'automne, donc ça remplace pas vraiment un besoin en azote sur ces cultures. Et aussi parce qu'en fait, il fertilise de nouvelles cultures, notamment des cives, avec ce digestat. Ensuite, on a un deuxième groupe où là, au contraire, on a des économies d'azote de synthèse plus importantes, donc entre moins 30 et moins 60%. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a un peu plus d'épandage au printemps par rapport à G1. Et enfin, on a un troisième groupe où là, on voit qu'il y a des économies très intéressantes d'azote de synthèse. Et donc, il y a un peu deux sous-cas. Soit c'est parce qu'en fait, les agriculteurs ont profité du passage, enfin, du développement de la méthanisation pour se convertir en agriculture biologique. Ou, autre cas, parce que l'agriculteur a mis en place un système d'épandage de digestat qui est vraiment très optimisé. Et donc, il lui permet de substituer beaucoup de son azote de synthèse par du digestat. Et en fait, qu'est-ce qui différencie du coup ces agriculteurs? Pourquoi il y en a finalement qui ont des pratiques si différentes? Les deux variables principales qui sont ressorties, c'était d'une part la compaction, enfin les risques de compaction.
Donc un agriculteur qui disait, le problème c'est la compaction, on ne peut pas y aller au printemps. Et donc en fonction de la manière dont les agriculteurs pouvaient prendre en charge cet enjeu de compaction, donc en fonction de leurs contraintes d'épandage, donc notamment de temps, donc parce que ça dépend aussi du quand, si le sol est humide ou pas, en fonction de leurs ressources financières, donc de leur capacité à investir dans un matériel qui permet de limiter les risques de compaction ou pas. On a donc des pratiques variables. Et la deuxième variable déterminante, c'était le temps de travail associé à l'épandage de digestat. Donc là, j'ai mis une deuxième citation. Les 100 hectares de blé, on a une semaine et demie pour les faire, qu'avec notre distributeur d'engrais et le pulvé, on y va 3 jours. Et donc là encore, bah, c'est en fonction des ressources finalement de l'agriculteur, de s'il a de la main-d'œuvre pour épandre au bon moment du digestat, etc. Et donc, en lien avec ces différentes pratiques, on a finalement une diversité d'effets environnementaux attendus, certains étant clairement divergents de la promesse agroécologique. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, au niveau des fermes, on a des pratiques qui sont déterminants complexes, donc liées finalement beaucoup au mode de travail et aux ressources de la ferme, et sur laquelle la réglementation semble avoir une prise assez faible. Ensuite, deuxième exemple, donc c'est l'évolution du système de culture. L'idée, c'était de comprendre comment les agriculteurs méthaniseurs faisaient évoluer ou pas leur système de culture avec le développement de la méthanisation. Donc, ce qu'on voit sur les fermes, c'est qu'il y a quand même un impératif de rentabilité fort, avec des pratiques d'approvisionnement des méthaniseurs, du coup, qui vont être déterminantes pour l'évolution des systèmes de culture. Donc, selon la possibilité qu'un agriculteur va avoir de s'approvisionner en intrants très méthanogènes ou pas, donc que ce soit sur le territoire notamment ou sur sa ferme, il va développer plus ou moins de culture propre sur sa ferme. Donc, ce que j'ai observé en 2020, c'est que c'était une époque où en fait il y avait un fort développement de méthaniseurs. Donc, il y avait une concurrence accrue pour l'achat de certains intrants méthanogènes sur la ferme, donc notamment par exemple des coproduits agro-industriels. Et donc, en conséquence, une stratégie de certains agriculteurs, c'était de se dire, ah bah il faut vraiment que je me réautonomise et donc je sois plus dépendant de ce marché qui est à la hausse sur le territoire et donc que je réintroduise des cives sur ma ferme ou que je réadapte mon système de culture pour justement introduire des cives et davantage de culture énergétique. Et donc là encore, on voit qu'il y a différentes stratégies, donc entre des systèmes qui globalement essaient de maintenir leur culture comme avant, à des systèmes qui font significativement évoluer leur rotation pour produire certaines cultures énergétiques ou des cives, à aussi d'autres systèmes donc qui ont, pour des raisons pas seulement liées à la méthanisation, hein, des transformations plus profondes. Donc comme je le disais tout à l'heure, par exemple, le bio. Et là encore, du coup, on a des effets agro-environnementaux variés liés à des évolutions systémiques et à des contextes territoriaux différents selon les méthaniseurs. Donc, je ne vais pas développer le troisième exemple, mais je le cite juste pour vous dire que là, dans cette slide-ci, je fais une analyse finalement des trajectoires de durabilité des systèmes de production et que cette analyse, elle est notamment liée à cette slide, enfin, elle prend en compte les résultats sur les systèmes d'élevage. Donc, pour un peu faire une synthèse des résultats, j'ai essayé de les positionner sur ce graphique selon les effets donc plus ou moins positifs ou plus ou moins négatifs en termes agro-environnementaux, donc évalués par rapport aux 12 descripteurs agro-environnementaux. Et en ordonnée, j'ai positionné les groupes de fermes selon l'intensité du changement du système productif. Et ce que ça montre, c'est qu'on a une diversité de trajectoires avec des transformations plus ou moins profondes des systèmes productifs. Donc on a un certain groupe de fermes où on peut dire qu'il y a des transformations qui vont vers vraiment plus de durabilité, où globalement il y a des transformations systémiques assez importantes. Et donc c'est notamment des agriculteurs qui sont passés en bio en même temps ou juste après la méthanisation. Ensuite, on a d'autres fermes où on voit qu'en fait, selon les descripteurs environnementaux, on a des effets positifs ou négatifs. Et donc, je distingue des systèmes plutôt, par exemple, d'élevage. Donc, je vais juste décrire le 3, où là, c'est globalement des éleveurs qui voient vraiment une synergie entre leur production d'élevage et la méthanisation, donc notamment par rapport à la valorisation des effluents, et qui, donc, du coup, vont sur certains critères environnementaux gagnés, mais sur d'autres, donc, par exemple, sur la gestion de l'azote, plutôt perdre en termes de durabilité environnementale. Et aussi, on a finalement des systèmes qui ne vont pas énormément bouger en lien avec la méthanisation. Donc, quelle conclusion retenir de tout ça?
Euh, Alors, oui, non. Excusez-moi, je pensais que c'était la conclusion, mais non. Alors, avant de conclure sur les systèmes, sur les effets au niveau des fermes, je voulais faire un petit détour donc, sur les effets au niveau du proche territoire. Donc ça, en fait, je l'ai notamment un peu vu dans ma thèse, mais j'ai pas fait suffisamment de terrain pour enquêter de manière très exhaustive. Mais ça me paraissait vraiment important de le citer parce qu'il y avait quand même des premiers résultats qui ressortaient et que notamment, en fait, par rapport à l'enjeu qui est de comprendre comment se déploie l'innovation sur un territoire, ça montre bien en fait qu'il y a donc tout un système qui va organiser en fait modeler le développement de l'innovation, mais qu'en retour, l'innovation, en se développant, elle va aussi créer des nouvelles dynamiques et changer le système sociotechnique dans lequel elle se déploie. Et donc, ces éléments montrent cela que finalement, avec le développement de la méthanisation, on a des nouveaux enjeux agro-environnementaux qui émergent sur le territoire. Donc, de manière très basique, en fait, la méthanisation, c'est un nouveau besoin en biomasse. Donc, ça veut dire c'est des nouveaux échanges et des nouveaux flux sur ce territoire. Et avec le développement de la méthanisation, on voit du coup une certaine concurrence. Donc là, j'ai nommé les coproduits agro-industriels, mais en fait, il y a aussi des concurrences, par exemple, sur des approvisionnements en culture, comme le maïs. Et ce qu'on voit, c'est que bah, comme il y a un besoin pour tous les acteurs qui ont des méthaniseurs de s'approvisionner en intrants très méthanogènes, il y a évidemment des rapports de force qui se mettent en place et qui ont finalement des conséquences sur comment la biomasse est allouée. Et donc, par exemple, un exemple de ça, c'est qu'avec le développement de la méthanisation en Grand Est, on a eu l'apparition de nouveaux acteurs, donc les agriculteurs les nommer les traders de coproduits, qui vont en fait se positionner sur le marché de la biomasse méthanogène, l'acheter auprès d'industriels, la revendre auprès d'agriculteurs, par exemple. On a aussi des nouveaux investisseurs, comme des coopératives par exemple, mais aussi des acteurs de l'énergie, qui eux aussi vont avoir un certain poids dans la capacité à aller chercher la biomasse méthanogène. Et donc, ça fait que les agriculteurs méthaniseurs, qui en termes de poids politique peuvent voilà, être quand même beaucoup plus faibles face à des gros investisseurs ou à des traders de coproduits, vont chercher justement à adapter leur plan d'approvisionnement, à se repositionner pour maintenir un approvisionnement en biomasse. Et donc ça, c'est typiquement ce qui explique le développement de cultures intermédiaires à vocation énergétique dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, de manière un peu plus générale, on voit qu'en fait que la méthanisation, elle a des impacts aussi sur des fermes, pas seulement qui font de la méthanisation, mais sur des fermes alentours. Cela parce que il y a en fait, tout simplement un marché qui se développe, qui est celui des biomasses méthanogènes. Donc moi, par exemple, j'ai enquêté des agriméthaniseurs qui commençaient à acheter des cultures énergétiques ou des cives chez des agriculteurs voisins. Ensuite, on voit qu'il y a aussi une consommation, en fait, une évolution du coup de la consommation ou de l'usage des cultures sur les fermes des agriculteurs méthaniseurs. Donc ça a aussi des répercussions s'il y a finalement détournement d'usage sur le territoire. Et enfin, on a des nouveaux échanges de biomasse, donc souvent non monétisés. Donc j'ai beaucoup vu ça en Bas-Rhin, où par exemple il y avait des échanges qui étaient euh, canne de maïs contre digesta. Donc le, l'agriculteur apporteur apportait des cannes et en échange l'agriculteur méthaniseur lui épandait du digesta sur ses. Et donc les idées principales à retenir, prémisse de résultat, montrait en fait qu'il y avait à la fois des enjeux des territoires, mais qu'il y avait aussi en fait des rétroactions qu'il était important d'appréhender. Quand une innovation se développe, elle change elle-même le système sociotechnique qui va du coup changer la manière dont elle va se développer, et ainsi de suite. Donc, en synthèse, sur ces deux parties, donc on voit qu'il y a des effets agro-environnementaux qui sont variés, avec finalement un système technique innovant qui va s'insérer dans une diversité de systèmes productifs, et ainsi qui va infléchir diversement la traçabilité des systèmes. Et on voit que ça paraît aussi avoir des répercussions sur d'autres systèmes agricoles du territoire. Donc, il y a notamment les travaux depuis de Léa Boros qui ont bien montré ça sur l'évolution des assolements sur les territoires en France. Et on voit que ces effets agro-environnementaux, ils dépendent beaucoup de mécanismes, selon les stratégies de gestion des agriculteurs, mais aussi selon les contextes.
et que finalement, avoir une approche concrète, empirique du développement de l'innovation, ça réinterroge fortement la formulation dominante de la promesse agroécologique qu'on avait vue donc, dans les prospectives et les politiques publiques. Et donc, on ne peut pas dire que la méthanisation, c'est une innovation vertueuse en soi, mais on voit que ses avantages et ses inconvénients vont s'exprimer en fonction de contextes sociotechniques. Et donc, je termine rapidement avec quelques conclusions et perspectives plus générales. Alors, par rapport à l'objectif que j'avais présenté au début, donc analyser la durabilité agro-environnementale de l'innovation méthanisation, on voit que finalement, c'est vraiment clé de tenir compte des effets systémiques, et notamment pas que directs, mais aussi indirects, donc liés à des interactions entre pratiques ou entre systèmes agricoles, aux trois échelles, donc parcelle, ferme, territoire, et que, il y a vraiment un enjeu à prendre en compte les déterminants sociotechniques et sociopolitiques des territoires si on veut comprendre finalement bah, pourquoi il y a telle ou telle pratique avec tel effet agro-environnemental. Ensuite, en termes de limites, on voit que les systèmes que j'ai étudiés, donc le système de développement au niveau de la région Grand Est, il est situé. Et donc il y a un enjeu pour bien distinguer les effets propres au déploiement de la méthanisation aux effets situés au niveau du territoire, à notamment faire davantage de comparaisons de ce type. Et j'avais envie donc de revenir rapidement sur deux idées, mais bon, peut-être qu'on pourra en discuter davantage en discussion si vous le souhaitez. C'était que si en fait on reprend le formalisme des transition studies, finalement, ce qu'on peut retenir de ma thèse à la fin, c'est que il semble que la méthanisation, lorsqu'elle se développe, en fait, elle semble compatible avec le régime agricole dominant. C'est-à-dire que c'est globalement les mêmes acteurs, les mêmes logiques économiques ou productives qui vont permettre son développement, mais que j'ai quand même pu voir justement qu'il y avait des systèmes de méthanisation agroécologiques liés également donc, à des systèmes agricoles durables dans lesquels ils se développaient, donc notamment en bio. Et donc il y a aussi finalement des systèmes sociotechniques de méthanisation agroécologique qui existent. Et donc la question qu'il y a derrière, c'est un peu comprendre finalement quel est le système de gestion et de politique publique qui permettrait de favoriser l'un ou l'autre. Et enfin, deux mots sur les enjeux de politique publique donc pour soutenir une innovation durable. On voit que, il y a un enjeu en fait dans le développement de l'innovation à vraiment penser les instruments de politique publique aux trois échelles. Par exemple, donc, il y a des enjeux très concrets aujourd'hui à soutenir des investissements dans des matériels d'épandage qui permettent réellement d'avoir des bonnes pratiques sans volatilisation, par exemple. Mais on voit qu'il y a aussi des enjeux, par exemple, au niveau de la politique territoriale, ou simplement, donc, par exemple, désigner quels acteurs peuvent participer au comité d'instruction des méthaniseurs. Ça a finalement un poids assez fort. Et donc, si typiquement on met davantage d'acteurs porteurs des enjeux environnementaux dans ces espaces, ça peut être euh, un levier concret pour accompagner l'innovation plus durable. Et enfin, donc, par rapport à ces enjeux de construire une politique publique à différentes échelles, on voit que l'approche interdisciplinaire, elle est vraiment importante pour justement être capable de relier finalement les dynamiques sociotechniques et les effets concrets sur les systèmes agricoles. Et enfin, deux limites. Donc, on voit que, il y a un enjeu à approfondir finalement l'articulation de l'évolution de l'écosystème dont j'ai parlé avec finalement les dynamiques temporelles, notamment de construction, enfin d'évolution du système sociotechnique. Parce que là, en fait, j'ai parlé de systèmes en fait en quelque sorte un peu figés. Mais donc, il y a une évolution, et notamment, il y a une évolution forte, en fait, de la politique publique et des dispositifs et des acteurs qui s'impliquent dans la mise en œuvre au niveau des territoires. Et donc, c'est vrai qu'il y aura un enjeu à raffiner l'analyse en lien avec ces dynamiques sur le plan temporel. Et enfin, c'est vrai qu'une piste supplémentaire qui serait vraiment intéressante, c'est de mieux comprendre comment, en fait, toutes les dynamiques de développement au niveau des territoires de cette innovation elles font aussi remonter certaines idées ou certains discours au niveau des politiques publiques et comment en retour finalement ces idées influencent elles-mêmes les politiques publiques. Voilà, donc j'ai fini. Désolée, j'ai dépassé de quelques minutes. Et donc merci pour votre attention.